Douala, où il revenait justement de la région de l'Ouest et s'apprêtait à prendre un vol pour Paris. On va saluer la mémoire d'un brave Camerounais qui aura justement servi avec honneur, mais surtout loyauté et même fidélité, son pays, le Cameroun. Nous irons aussi en thématique numéro 1. Là, nous prendrons une communication qui vient de nous être parvenue il y a quelques minutes. Une communication de l'honorable Roland Ngo, ici, du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, qui s'intéresse ou alors interpelle de façon claire et précise le ministre de l'Éducation physique et des Sports, le professeur Narcisse Mouele Kombi, au sujet du stade d'Olembe. L'honorable, dans sa communication, note que en date du 13 janvier 2023, le ministre des Sports avait annoncé une reprise des travaux du côté d'Olembe. Et le 16 janvier 2023, c'est l'entreprise McGill qui avait été mandatée justement pour cette reprise des travaux. Nous sommes bien des jours, des mois plus tard, pratiquement un an plus tard, on constate de ce côté que rien n'a avancé. Que faut-il comprendre par cet arrêt général des travaux, s'interroge la députée du PCRN. On en parle ce soir en thématique numéro 1. Nous irons aussi là en thématique numéro 2 du côté du Caire, où le président de la Fédération camerounaise de football était face au jury disciplinaire de la CAF. Justement, il est pour des soupçons de matchs truqués, pour des faits non encore avérés et élucidés de corruption. On va interroger et questionner ce passage de Samuel Eto'o-Fils devant le juge de l'instance fêtière du football africain. Mesdames, messieurs, voilà ce qui nous interpelle ce soir. Permettez-moi de respirer en régie. Je vous reviens tout de suite après pour la présentation de ceux qui vont nous accompagner ce soir. À tout de suite. Du grand soir, et justement pour nous accompagner ce soir, ils sont nombreux, ils sont là, ils sont enseignants. Et le tout premier que je m'en vais présenter est un habitué du plateau du grand soir. Lui, c'est Michel Gabriel Chougem. Il aime à préciser qu'il est enseignant, mais surtout syndicaliste. Il est parmi nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, merci pour l'invitation. Vous êtes un habitué et un habituel du plateau du grand soir. Votre sagacité et capacité d'analyse nous sera utile au sujet justement des questions inscrites à l'ordre du soir. Un enseignant peut en cacher un autre, mais celui-là, il aborde ce soir une casquette d'analyste. Monsieur Asiga Patrick, pour ne pas le cacher, et parmi nous, nous lui disons bonsoir et surtout bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à nous millions de téléspectateurs. Bonsoir à tous mes co-discutants ce soir. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous, afin bien sûr de toujours apporter ce qu'on peut dire ici en ce qui concerne les thématiques de notre pays. C'est un réel plaisir de faire partie de cette équipe pour ce soir. Merci, monsieur Asiga. Je reste à l'instant avec vous, puisque on vous a abondamment écouté lors justement de ce qui tenait lieu il y a quelque temps du mouvement OTS. Les Camerounais qui vous ont soutenu dans ce combat s'interrogent aujourd'hui. Que devient le mouvement? Est-ce que les résolutions qui justement portaient le courroux des enseignants ont été trouvé un écho favorable auprès des décideurs, ou alors le mouvement a été plus ou moins dispersé, comme parfois c'est le cas au Cameroun? De façon générale, le mouvement n'est pas dispersé, le mouvement existe toujours, puisque les enseignants sont toujours sur place. Vous savez, Stéphane, avec l'État, il n'était pas question d'un bras de fer quelconque. Il n'était pas question d'amener l'État à une guerre quelconque contre les enseignants. Il faudrait... Est-ce que les revendications ont... J'y arrive. Comme tout corps de métier, les revendications des enseignants ne datent pas d'aujourd'hui. Les revendications des enseignants datent de plusieurs années déjà, de plusieurs décennies et autres. Ce n'est que chose normale que les enseignants, de temps en temps,
rappelle à l'État du Cameroun leur devoir régalien de pouvoir apporter le bien-être et au niveau de l'enseignement de façon générale. Il y a eu une pléthore de doléances qui ont été portées à l'attention du gouvernement et les mesures ont été prises pour que ces doléances-là trouvent des solutions. Oui. Comme eux-mêmes nous l'ont dit, ça ne saurait être trouvé du jour au lendemain, mais que au fur et à mesure nous ont donné un deadline sur l'échelonnement en ce qui concerne par exemple l'apurement de la dette. C'est cet échelonnement-là qu'on est en train de suivre à l'heure actuelle. Nous osons croire qu'ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin, mais que toutes les autres mesures qui ont été portées à leur attention seront bel et bien implémentées et prises en compte. Merci, monsieur Asiga. Donc, on est dans la grande attente. Ça pourrait être le titre d'un film, mais c'est la situation des enseignants au Cameroun. Un enseignant pouvant en cacher un autre sur le plateau du Grand Soir. Nous poursuivons avec justement un autre enseignant, lui aussi fortement présent lors du mouvement dit OTS. Monsieur Anissé Noah, vous avez beaucoup de casquettes. Vous êtes analyste sportif, vous êtes analyste politique même, vous êtes enseignant. Vous êtes surtout sur le plateau du Grand Soir. Bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants que je suis heureux de retrouver sur ce plateau. Bonsoir aux milliers de téléspectateurs qui nous font l'honneur chaque fois de nous regarder. Nous espérons apporter notre contribution aux thématiques qui ont été inscrites à l'ordre du jour et que le débat se fasse. Merci, Anissé Noah, oui. Oui, juste pour ajouter, n'est-ce pas, si on est accompagné mon collègue Asiga dans ses propos de tout à l'heure sur les enseignants, je voudrais juste ajouter que la date butoir donnée par le gouvernement pour résoudre les problèmes des enseignants, c'est août 2024, qui n'est que demain. Oui. Bon, c'est vrai que beaucoup de choses sont faites, mais vu, n'est-ce pas, ce qu'il reste à faire, le gouvernement ne tiendra pas parole. Vous pouvez déjà dire que les enseignants seront du peu une fois de plus. Je dis que l'État a fait et est en train de faire beaucoup de choses. Oui. Mais par rapport à ce qu'on attend, l'échéance de août 2024 ne sera pas tenue. Je ne dis pas que mes collègues iront en grève dès la rentrée, je ne dis pas ça. Oui. Mais l'échéance de août ne sera pas tenue. Merci pour la précision. Je précise que vous êtes syndicaliste et peut-être, certainement même, vous savez de quoi il est question lorsque vous vous exprimez sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, nous sommes toujours en attente de notre dernier invité, mais à cela naturel, nous allons débuter, je l'ai annoncé en introduction de ce plateau, par un moment, une pensée chaleureuse pour la mémoire d'un valeureux Camerounais qui nous aura quitté hier de façon tragique. Je parle ici de Landry Nguemo. Alors, je vais vous redonner la parole, cher Michel Gabriel Chougem, pour évoquer une mémoire qui chagrine et qui a causé beaucoup de tristesse et d'émoi dans ce pays. Alors, regardez-vous de Landry Nguemo, l'international camerounais qui nous quitte, cher Michel Gabriel. Je voudrais commencer par adresser, n'est-ce pas, mes vives condoléances à ce footballeur international Landry Nguemo et n'est-ce pas, les enseignants s'associent à ma modeste personne pour adresser des condoléances à la famille nucléaire de M. Nguemo et aussi même à la famille footballistique camerounaise. Oui. Il faut dire que Nguemo, n'est-ce pas, a joué au haut niveau pendant environ 15 ans. Oui. Il a été, n'est-ce pas, sélectionné une quarantaine de fois avec les Lions Indomptables où il a même inscrit en tout, je crois, 3 buts. Oui. Il a joué, n'est-ce pas, en France notamment, Saint-Étienne, Bordeaux, Nancy, où il a joué et même travaillé comme entraîneur des jeunes. Alors, nous sommes tellement attristés par le départ de ce dernier, qui ne fait que rejoindre ses collègues qui sont morts toujours dans le même mois de juin. Je vais citer ici Marc-Vivien Foyer, je vais citer Modeste Mbami, Valérie Mézag et même Patrick Ikeng. Oui, tout à fait. Oui, comme coïncidence,
malheureuse ou heureuse, on ne sait pas, mais ces décès surviennent en principe, en général, en C'est la juin. même secte. En juin de chaque année. Alors, je reste avec vous, Michel Gabriel. C'est vrai que la circonstance ne prête pas à sourire. C'est ça. On est dans les mois, le peuple camerounais est dans la tristesse, mais aussi on s'interroge quand même sur les circonstances de l'accident malheureux. On parle d'un accident de voiture tragique sur la route d'Obala. C'est pas la première fois que cela arrive. Ces camionneurs qui dictent la loi, transporteurs de sable qui dictent la loi sur cet axe routier, on a l'impression que parfois l'État a même fini par abandonner ces messieurs à faire tout et n'importe quoi. Ils vivent, ils cognent, ils tuent, ils font la pluie et le beau temps sans que personne ne s'inquiète de leur manquement grave sur cet axe routier. Ce que vous dites là, je confirme, ce que vous dites est palpable, c'est évident, c'est visible, c'est traçable. Ça ne souffre, n'est-ce pas, de l'ombre d'aucun doute. N'est-ce pas, cet accident est survenu, n'est-ce pas, le 27 juin, quand c'était hier. Oui. 27 juin, n'est-ce pas, des suites d'un accident de route en Gomo, près de Bala, Oui. dans le département d'Aleki, région du centre. Alors il s'agit, n'est-ce pas, d'un mauvais déplacement d'un camion de sable. C'est pas la première fois, Malheureusement, malheureusement. mortellement l'international camerounais, mort avec son chauffeur. Oui. Son chauffeur du nom de Tudjo, Francis Désiré. Les deux sont morts sur le champ. Oui. Bon, ici, n'est-ce pas, il faut interpeller, comme vous avez dit, n'est-ce pas, semble-t-il que le chauffeur du camion était en ébriété, puisqu'actuellement il est porté disparu. Mais la police est à ses trousses. Les recherches ont déjà été engagées. Il faut également, n'est-ce pas, déplorer, il faut mettre en l'importance de la sécurité routière sur nos axes nationaux. Je voudrais rappeler ici là que plus de 7000 accidents de circulation ont été recensés sur nos routes depuis 3 ans. Oui. Plus de 7000 cas d'accidents ont été recensés sur nos routes depuis déjà 3 ans. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc il faut dire que le gouvernement a beaucoup à faire. D'abord, le gouvernement devrait commencer par élargir nos axes routiers. Parce que nos axes routiers, sont étroits. Ils sont étroits et avec beaucoup de nids de poules. Donc le gouvernement doit commencer par élargir ces axes routiers. Le gouvernement doit également veiller, n'est-ce pas, sur les conditions salariales de ces chauffeurs, qui pour la plupart sont clochardisés. Ils ont généralement des salaires minables. C'est pas une excuse facile. Et le gouvernement doit également veiller, n'est-ce pas, au processus de recyclage des chauffeurs de taxi, des chauffeurs de moto, des chauffeurs, n'est-ce pas, de camions surtout. Oui. Oui, il faut revoir ça. Le recyclage, ce n'est pas seulement chez les enseignants ou chez les journalistes. Ça se fait dans presque tous les secteurs, notamment dans le secteur des transports. Donc nos chauffeurs, ces accidents reviennent, sont récurrents du fait de ce que je cite là, l'étroitesse des routes, n'est-ce pas, la vétusté des routes, et même la vétusté de ces voitures, de ces camions qui circulent chaque jour. Merci. J'insiste sur le fait que ces chauffeurs doivent être recyclés périodiquement et revoir les conditions salariales qui les font travailler plus qu'il n'en faut. Merci Michel Gabriel Chougem. Temps pour moi de dire bonsoir et bienvenue au DP et Somba qui nous a finalement rejoint sur ce plateau. Bonsoir DP. Merci. Bonsoir Stéphane. Mes hommages à tous les téléspectateurs. Et c'est bien parce que nous évoquons le sujet des routes. Mon retard de ce soir est dû justement à ce problème de route, de sérénité sur les infrastructures routières. Alors, on a juste fait une bifurcation sur la question routière, mais nous prenions ces quelques minutes introductives pour saluer la mémoire, je l'ai dit, d'un valeureux Camerounais qui nous a quittés hier, justement de suite d'accident de la route, Landry Nguemo, international travailleur discret, un vrai lion indomptable, comme on aimerait en avoir, cher DP. Bon, moi, je vais peut-être vous surprendre par ma lecture. Oui. Mais je dis, quelqu'un a dit un jour que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et on a dit que c'est l'humilité intellectuelle. Socrate. Mais le même individu, quelque part, a dit, savoir, c'est savoir que l'on sait. Moi, on va interroger les routes. On va condamner les chauffards. Mais quand vous appelez Landry Nguemo, avec tous les investissements qu'on connaît, et que votre voiture de voyage s'appelle Suzuki Vitara, est-ce que c'est pas le chercher la petite bête de véhicule
Vous vouliez que vous en char de guerre? Le type de véhicule est un outil de sécurité. Oui. Lorsque vous frôlez les milliards dans vos avoirs, vous devez avoir un véhicule qui vous protège. André, on en a fait un accident sur la route Yaoundé-Douala. Je ne fais pas la publicité du grand groupe Cherokee avec un Range Rover. Oui. Un accident violent. Il en est sorti indemne. Le 16 juin 2016, moi j'ai fait un accident du même type avec une Lexus GS 350. Je suis sorti indemne grâce au airbag. Mais quand vous voyez l'accident de Landing Gemo, il roulait dans un véhicule extrêmement modeste, qui même les airbags, qui n'avait même pas de airbag. Vous comprenez? À un moment donné, il faut qu'on sache se prendre aussi au sérieux. Ce qui est sur le décès, pour nous qui sommes croyants, nous estimons que le décès n'arrive que lorsque Dieu a accepté. Mais il faut aussi savoir que la technologie, l'évolution technologique aujourd'hui nous permet d'éviter un type de décès. Je ne fais pas faire la publicité à un type de véhicule particulier, mais lorsque vous avez un Toyota Tundra, un Dodge Ram, un Prado, dont la distance entre le volant et le pare-choc avant est de 2 mètres, 2 mètres et demi, avec des capteurs sensoriels qui vous permettent d'éviter un type d'accident, vous comprenez que vous pouvez éviter la mort dans certaines circonstances. Mais les images effroyables que l'on a vues, c'était des images de quelqu'un qui se bat avec un petit véhicule qui n'a pas grand-chose. Et c'est une invite à tous ceux qui ont les moyens d'assumer leur statut. Oui. Assumer son statut n'est pas criminel. Lorsque vous m'invitez sur votre plateau en tant que directeur de publication et que je viens avec un costume Burberry comme celui que j'ai ce soir, on comprend quand même qu'il y a un directeur de publication que vous avez invité. Mais si les gens continuent, de ne pas se prendre au sérieux, il est fort probable que vu l'état miséreux et misérable de nos routes, que vu la vétusté des infrastructures routières, vu le degré d'insécurité routière, parce qu'au Cameroun, il n'y a pas de sécurité routière. La route est essentiellement insécure dans notre environnement. Si donc vous-même, vous ne prenez pas en compte tous ces aspects qui environnent vos voyages et que vous roulez dans un type de véhicule, vous vous exposez. Et ceci me permet... On ne fait pas pousser la mort. Voilà. Et ceci me permet justement de revenir sur le cadrage politico-économique de la gouvernance au Cameroun. Lorsque vous allez dans des pays en Occident, en Chine, en Asie, vous voyez, lorsque vous roulez, vous vous rendez compte que vous avez le même type de route selon que vous traversez une région à une autre. Mais quel est le type de route que le Cameroun a choisi? On ne sait pas. L'axe Mbalmayo-Sangmelima est différent de l'axe Mbalmayo, soit de l'axe Poste Central, soit différent de l'axe Yaoundé-Obala. On se retrouve donc avec un réseau routier qui est en désharmonie, ou je pense l'expression c'est disharmonie, qui est en disharmonie totale. Quel est le modèle de route que le Cameroun a choisi? Ce débat viendra de voilà. Là, lorsque vous prenez l'axe Éleveur-Soir, vous voyez que vous avez affaire à une route de 4 faces, divisée en 2 avec un terre-plein central. Ça veut dire que ceux qui roulent à gauche seuls. Et observez que l'axe Yaoundé-Soir était très accidentogène jusqu'à ce qu'on adopte ce modèle. Merci. Donc il faut, tout à côté de la responsabilité de l'État que l'on ne peut éluder, il y a aussi une responsabilité individuelle qui intervient à ce niveau. Elle intervient à plusieurs niveaux. Merci DP, merci
pour cette lecture panoramique d'une situation triste, cher Anicénois. Landry Nguemo a perdu la vie hier, je l'ai dit, dans des circonstances malheureuses. La lecture du DP Somba sur le plateau préconise que, avec un peu plus d'accent mis sur la sécurité au niveau du véhicule, peut-être l'accident aurait pu être évité. Mais nous, l'exercice auquel je vous convie, c'est de saluer d'abord la mémoire d'un brave Camerounais qui aura servi son pays avec beaucoup de loyauté. Oui, je commence à adresser mes vives condoléances aux deux familles endeuillées. Comme M. Choujem l'a dit sur ce plateau, il n'était pas seul dans le véhicule, il était accompagné de son chauffeur. Donc, j'adresse mes vives condoléances aux deux familles endeuillées et plus particulièrement à la famille footballistique, en général à la famille du football camerounais, qui est également endeuillée. Vous l'avez dit, à l'entame de Landry Nguemo, c'est pratiquement 14 ans à l'équipe nationale, pratiquement 15 ans, parce qu'il y arrive en 2006, si je crois bien, et il repart en 2017. En 2017. Oui, 2017. Pratiquement, voilà. Donc, il était, à son départ, il était l'un des cadres de l'équipe nationale. Et il a très bien représenté le vert ou jaune, que ce soit au niveau national ou même à l'international. Les qualités athlétiques du joueur, on peut les évoquer. C'était un bon milieu récupérateur qui savait casser les plans de jeu de l'adversaire et vite se reprojeter vers l'avant. Je pense que c'était l'un des meilleurs, s'il faut parler du jargon footballistique, que le Cameroun ait connu. Oui. Que ce soit en club ou alors à l'équipe nationale. Avec surtout un footballeur exemplaire qui ne faisait pas de vagues dans un discipliné, poli, courtois. C'est une plaque énorme. Vous savez, j'ai essayé de parcourir les pages ou alors les comptes de certains de ses coéquipiers à l'équipe nationale. Et les maîtres mots qui reviennent des témoignages, c'était quelqu'un de discret, quelqu'un de discipliné, qui lorsqu'il y avait une crise au sein de la tanière ne prenait pas position. Il essayait de concilier les deux camps. On se souvient en 2009 avec l'histoire du brassard entre Rigobert Song et Samuel Eto'o-Fils. Il fut l'un de ceux-là qui n'ont pas pris position dans cette bataille-là. Il essayait à chaque fois de concilier les deux parties. Et même en 2014, après la débâcle des Lions, vous savez le grabuge dans lequel les Lions des Noncas se sont retrouvés lors de la Coupe du Monde 2014. Il était également l'un de ceux-là dont le nom n'est pas apparu parce que ce qui est revenu après l'enquête que le président de la République avait instruite, ce qui est revenu, c'était que ce sont les cadors qui ont foutu, permettez-moi l'expression, le bordel au sein de la tanière. Et Landry Nguemo, étant l'un des cadors, lui n'était pas de ceux-là qui avaient fait des problèmes. Donc je pense que c'était quelqu'un de discret, c'était quelqu'un de travailleur, comme l'on dit, Bill Chateau, qui a été interviewé lors d'une émission, et bien d'autres. Et c'était un brave analyste sportif, parce qu'il vous souvient que déjà, depuis un certain temps, il y a certains Lions indomptables qui ont eu un projet de revenir au Cameroun et de prêter leur expertise au sein des chaînes locales. Et on se souvient. On a beaucoup vu avec Stéphane Bia et Landry Nguemo qui nous quittent brusquement. Donc je pense que c'est quelqu'un qui était non seulement un bon footballeur, mais aussi quelqu'un qui était un intellectuel, parce que vous savez, pour se prêter à cet exercice d'analyse sportive là, il ne suffit pas d'être... On le disait particulièrement très à l'aise avec les mathématiques, où il excellait particulièrement. Voilà. Donc, c'était un intellectuel, comme je le disais tantôt, et qui avait des analystes pointus. Lorsqu'on suivait ces analystes sur la chaîne nationale, lorsque le Cameroun jouait ou alors une autre équipe, c'est quelqu'un qui se sentait à l'aise dans ce registre-là. Donc, le Cameroun perd un de ses fils. Le Cameroun perd un grand athlète que l'équipe nationale a connu. Bon, maintenant, vous m'avez peut-être interpellé sur les propos du DP. Le DP est responsable de ce qu'il dit. Moi, je ne viens pas sur ce plateau faire l'apologie d'une Range Rover ou bien d'une autre voiture, mais toujours est-il que qu'on soit en Range Rover, qu'on soit en Lexus ou alors dans un autre véhicule, on peut toujours faire un accident et en laisser la vie. Donc, je pense que, et encore plus que les deux véhicules qui sont entrés en collision n'étaient pas du même gabarit. On parle d'un camion de sable et d'une Suzuki Vitara. Donc, il est normal que, en fait, le choc
choc soit le plus perceptible au niveau du véhicule du petit gabarit. On n'allait pas peut-être demander à Landry Nguemo de rouler aussi en camion de sable pour que l'impact du choc soit minimisé. Donc je pense que le Cameroun perd, comme je l'ai dit, un de ses 10 fils qui a représenté le vert au jaune au niveau le plus élevé. Merci. Et M. Noah, la réalisation nous présente les quelques dernières images de Landry Nguemo en compagnie. Il avait beaucoup accompagné dans les années son Stéphane Biya et cette génération de 2007. Alors, M. Assia, Landry Nguemo s'en va, il laisse un grand vide au sein du mouvement footballistique camerounais, au sein même de justement la grande famille du football, même au sein des supporters, puisque c'est un monsieur, je l'ai dit, qui ne faisait pas de vagues et qui justement semblait être un pont, alors qu'on a l'impression que la grande famille de Lions Indomptables paraît fissurée. Lui, au moins, on peut le reconnaître, parvenait à rassembler et à capitaliser, fédérer même autour de sa personne avec la bonne humeur qu'il savait si bien distiller. Alors, évocation d'une grande mémoire, d'une grande figure du football camerounais qui s'en va. Oui, Stéphane, c'est avec beaucoup d'émoi que nous avons tous appris ce décès tragique de notre international. Mes co-distants l'ont déjà dit, c'était effectivement quelqu'un, d'après ce que nous essayons d'observer, quelqu'un de distrait. Lorsqu'il est arraché à la vie de cette façon, ça fait un Camerounais en moins, pas des moindres. Encore que le Cameroun, chaque jour de la vie, perd un de ses fils à travers un accident. Je voudrais peut-être au travers de ce décès de Landry Nguemo vraiment nous interroger s'il est possible que les Camerounais de façon tout entière, de façon générale, essayent de s'arrêter un temps soit peu, parce que vous allez vous rendre compte que ce qui nous arrive, nous sommes à 70% responsables de ce qui nous arrive. Oui. C'est nous-mêmes qui choisissons les véhicules sur lesquels nous roulons. C'est nous-mêmes qui choisissons les routes que nous empruntons. C'est nous-mêmes qui choisissons les conditions de circulation sur lesquelles nous... Monsieur, j'ose penser que vous parlez au général, parce que là, parle au général. Je parle... Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est on y va comment? En hélicoptère? Je parle au général. Pourquoi? Parce que aujourd'hui c'est Landry Nguemo. Demain ça sera qui? Hier c'était qui? Non, ceux qui sont morts déçus d'accidents de circulation. Parce qu'aujourd'hui nous parlons de Landry Nguemo. Est-ce qu'on est en train de se projeter par rapport à ce qui pourra arriver demain? Est-ce que nous nous sommes déjà arrêtés une minute sur tout ce qui se passe sur la même route avec ces camionneurs de sable? On s'est déjà arrêté une seule fois. Oui, parce que c'est un lion indomptable qui est couché. C'est pourquoi nous nous arrêtons donc aujourd'hui. Stéphane, est-ce qu'il y a un Camerounais qui est plus Camerounais que d'autres? Non, c'est pas ce qu'on dit. Très bien, très bien. Mais je m'interroge. Je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, sur la route Mbalmayo et Bolova, mon beau-frère est en réanimation depuis 2 semaines. On est à perdu un adjoint. Depuis des suites d'accidents de circulation, toujours dans les mêmes conditions, avec un grumier. Dernièrement, c'était l'argent préfectoral, effectivement, comme le souligne DP, qui a également laissé sa vie. Elle était sur la moto. Très bien. On peut rejoindre le DP. Comment est-ce que l'adjoint préfectoral? Très bien. Ça pourrait être lisible. Mais toujours est-il que... Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est chef de terre? Très bien. Vous comprenez pourquoi moi je peux ajouter de l'eau au moulin du DP pour dire effectivement que c'est nous-mêmes qui choisissons. Regardez très bien la caricature que je vais faire rapidement des différents accidents que nous vivons au Cameroun. Vous avez déjà vu
l'un des membres du gouvernement être victime d'accident? Excusez-moi de le dire. Parce qu'il roule, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle les nids de poules. Parce qu'ils roulent dans des voitures sophistiquées qui permettent au moins d'amortir le choc. De minimiser les dégâts routiers. Voiture sophistiquée que le Camerounais moyen ne peut pas s'en procurer. Nous sommes d'accord. Voilà. C'est pourquoi j'ai d'abord parlé de façon générale. Il n'est pas camerounais. Vous vous souvenez que pour vous rendre, par exemple, à Obala, on vous surcharge dans une petite voiture. Vous entrez dans cette voiture surchargée pour quelle raison? Parce que vous n'avez pas les moyens de vous offrir un véhicule vous permettant de vous déplacer en toute aisance et en toute sécurité. C'est pourquoi nous autres, nous nous surchargeons dans cette petite voiture où on est serré 4 devant et 6 derrière. J'ai eu une chance de sortir d'un accident étant surchargé dans une telle voiture. Non. Il faudrait comprendre une chose. Quand je parlais de 110% responsable, on ne va pas éluder ici également les 20% qui peuvent être liés aux défaillances des véhicules que nous importons. Oui. Et quand je vais donner 10% peut-être à l'état de la route, c'est pour comprendre que l'État qui est garant, que ce soit des usagers qui représentent 70%, que ce soit de l'importation des véhicules de 3e, 4e, 5e main, c'est-à-dire qu'on n'utilise plus ailleurs, on nous envoie ça ici, que ce soit l'état des routes. L'État reste donc responsable même de la cela. condition des chauffeurs. Et qu'est-ce que vous allez donc dire? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Aujourd'hui, on a vu sur la route Yaoundé-Douala, les agences de voyage commettre des meurtres, qui appellent ça des meurtres. Le pauvre ministre des Transports a voulu prendre des mesures en suspendant ces agences de voyage, mais jour pour jour, 3 jours plus tard, le même pauvre ministre est revenu pour remettre en circulation ces mêmes agences de voyage. Le laxisme, alors. Vous voulez qu'on évite des accidents comment? Alors, merci. Je dis, c'est un problème, c'est pas parce que le cas de l'Anglais aujourd'hui, mais c'est un problème de société générale que nous devons aborder avec beaucoup d'entrain, que nous devons aborder aujourd'hui pour nous poser des bonnes questions afin qu'on ne retrouve plus un autre Landringue demain en train de mourir également d'accidents de circulation. Merci, M. Assiga. Si vous 30 permettez, secondes, oui, monsieur juste pour Chulem. ajouter, n'est-ce pas, de l'eau moulin dans ce que mon collègue dit, M. Assiga. Il y a quelques jours, nous avons déploré des morts sur la falaise. De Tchang. Voilà, Oui. par exemple. J'y bien quelques jours seulement. Ce problème, n'est-ce pas, fait surface dans les plateaux de débat parce que c'est un international. On ne peut pas compter, n'est-ce pas, les Camerounais, nos enfants, nos frères, nos cousins, nos amis qui meurent sur l'axe Lou Douala Yaoundé, sur l'axe Lou Bafoussam Yaoundé, sur l'axe Lou Ebolova, ainsi de suite. Tous les jours. Donc, moi, je crois que la plus grande responsabilité pour résoudre cette hécatombe revient au gouvernement camerounais. Voilà pourquoi je ne peux pas m'en passer d'appeler, n'est-ce pas, à la haute compréhension du chef de l'État, le patriarche, bien, qui est l'alpha et l'oméga, comme je le dis toujours. Qu'il parle à son ministre des Transports, à son ministre des Travaux publics, pour que ce problème soit résolu de façon urgente. Merci, M. Chugem. On ne va pas noyer les larmes qui sont les nôtres lorsque l'on évoque Landringemo avec des questions techniques, parfois politiques. Nous allons tout juste simplement saluer cette mémoire avec quelques réactions qui nous sont parvenues sur le plateau. Bonsoir Stéphane et à ton riche panel. L'accident qui a causé la mort du lion indomptable Landringemo émane d'une maladresse humaine. Un dépassement mortel d'un gros porteur qui venait en sens inverse de la Vitara et en voulant doubler l'autre camion qui roulait devant s'est malheureusement retrouvé face à face à la voiture de Landringemo. De plus, l'étroitesse de ce virage. Oh là là,
Ces messages nous fendent le cœur. Bonsoir, monsieur Marga. Le pédantisme du DP Somba me désole. Lady Diana est morte dans une Maybach. J'espère qu'il sait ce que c'est. Madame Foning est décédée dans un V8. De grâce qu'il nous épargne ces illustrations qui frisent le mépris pour la mort. Merci à vous, cher Eugène depuis Bafoussam. Bonsoir le panel. Oh là là. Monsieur Somba, on ne fait pas le procès d'un mort. Il est limité, il vient sur votre plateau pour nous parler des costumes qu'il achète, pour dire à notre petit frère qu'il n'est plus de ce monde, que lui ne roule pas dans ce genre de voiture. Que dire, justement? Je poursuis la lecture. Je prie ceux qui nous regardent qu'on reste véritablement dans le contexte de célébration d'une mémoire qui nous a quittés. Les questions parallèles et périphériques véritablement ne sont pas intéressantes ce soir. Bonsoir Stéphane, je ne parle pas beaucoup ce soir. En Guinée équatoriale, vous ne verrez aucune route qui lie deux villes en sens unique. C'est à double sens, départ comme à l'arrivée. J'ai honte, nos dirigeants, qui disent qu'on a de bonnes routes. Mes condoléances à la famille. Merci à vous, Jean-Pierre Niam, pour la contribution. Prenons celles qui nous parviennent de Côte d'Ivoire. Bonsoir Stéphane Baga, paix à l'âme de Landingemo. Seulement les Camerounais ne décrient et condamnent l'État meurtrier des ruelles du Cameroun. Le Cameroun n'a pas de route moderne. Plutôt de ruelles, malheureusement, aucun leadership au Cameroun. Un pays qui ressemble à un bateau ivre, sans gouvernail. En Côte d'Ivoire, la probabilité de mourir dans un accident de circulation de la même nature que celui de feu Landingemo est faible parce que la Côte d'Ivoire a des routes larges et plus modernes. Merci à vous, cher monsieur Kwedi. Vous êtes Camerounais, vous le précisez, mais résident en Côte d'Ivoire. Prenons cette autre réaction rapidement avant qu'on ne sorte de cette introduction. Bonsoir Stéphane. Qu'est-ce que M. le DP Somba raconte? Quel airbag pouvait supporter ce choc? Après, quand les téléspectateurs vont réagir, il va sortir les yeux. Merci à vous, cher monsieur Zikli. Bonsoir, panel. Donc, nous qui n'avons pas les milliards pour payer les voitures blindées, nous devons faire comment? Vraiment, quand quelqu'un n'a pas d'argument, qu'il ne parle pas. On ne joue pas avec la vie d'un être humain. Jacques, depuis une vanne. Bonsoir, que le DP nous excuse avec ses airs snob. En cas de deuil, on est sobre et courtois. Le journaliste ne se comporte pas comme cela. Des propos de nature à blesser davantage la famille qui porte le deuil de Landingemo. Merci à vous, cher Ernest Zambo, pour la contribution. Bonsoir à tous les panélistes. Un bonsoir particulier à M. Asiga de la part de M. Kwakep Isaac, son collègue. Bonsoir également à vous, cher monsieur. Une ou deux autres réactions avant de sortir définitivement. Bonsoir, très cher René. Si c'est moi qui étais mort comme c'est le cas de Landingemo, est-ce qu'il y aurait eu autant d'engouement? Alors, c'est pas un débat à l'heure du soir. Nous, on n'est pas là pour juger les compétences ou alors les notoriétés des uns et des autres. DP Somba, s'il vous plaît. Nous saluons ce soir, à l'introduction de ce plateau du Grand Soir, justement, la mémoire d'un brave Camerounais qui a fait l'unanimité de son vivant et certainement fera l'unanimité une fois reposé. Bonsoir Stéphane, dites à vos invités que même Foning est morte dans une grosse cylindrée. Oh là là. Bonsoir sur le plateau. Vraiment dites à M. Somba que l'accident ne tient pas compte de la marque de voiture, voire même toutes mesures qui sont. Quand c'est ton tour, c'est que tu es parti, peu importe la voiture dans laquelle tu te trouves, que tu sois dans une Vitara ou dans une Range Rover, que l'André repose en paix, laisse ces comparaisons insensées, M. Somba. Malheureusement, le message n'est pas signé. Bonsoir. Vraiment, le DP n'est pas sérieux. Et vous, l'invité, pour venir invectiver les personnalités, je suis convaincu qu'ils sortent très souvent dans un bar. Non. Soyons sérieux, véritablement.
Nous allons nous arrêter là pour ce qui est justement de cette introduction qui nous permettait de saluer avec beaucoup de dévotion la mémoire, je l'ai dit, de Landry Nguemo, ex-international camerounais, décédé dans des circonstances troubles. C'était sur la route de Obala hier. Je me permets de prendre une respiration, de revenir tout de suite après. Pas député. En tant que citoyen, c'est un devoir pour moi de le faire. D'interpeller parce que mon argent y est. L'argent du contribuable camerounais est dans ces affaires de stade Olembe là. Et il n'y a pas que le stade Olembe, il y a beaucoup d'autres projets comme pareil. Comme la construction par exemple de l'autoroute Yaoundé-Douala qui piétine depuis une dizaine d'années avec des milliards qui partent chaque jour. Donc, est dans son droit. Je rappelle que ce complexe sportif de l'OMB était supposé a commencé même en 2017. Oui. Était supposé finir en 2019. Mais nous sommes en 2024, c'est pas encore fini. Et ce complexe, n'est-ce pas, devrait comprendre un stade de 70 places, des stades d'entraînement, des salles de cinéma, un hôtel, un centre commercial et une piscine olympique. Mais si vous y allez, il n'y a rien de pareil. Il n'y a rien de pareil. Tout n'est que théorique. Oui. Oui. Alors, l'entreprise italienne avait été remplacée en 2019 par la société canadienne McGill. Oui. Voilà. Et un nouveau protocole d'accord avait été signé avec McGill et l'État camerounais en 2023, sans fixer la date de livraison des travaux. Ce qui est une incongruité. Voilà pourquoi nous sommes en 2024, mais on ne sait pas ça. C'est-à-dire qu'il y a comme une navigation à vue. Tout cela est fait à dessein pour piller les fonds, pour s'enrichir de façon individuelle. C'est fait à dessein. Que direz-vous des lignes 94, 57, 65 où les milliards partent chaque jour? C'est pareil. Tout dernièrement, je crois qu'il y a cela 2 mois, 3 milliards disparus au Sénat. 3 milliards disparus au Sénat. Il y a cela en 2-3 mois. Et il y a déjà 2 ans ou 3 ans, c'était pareil à l'Assemblée nationale. Le Cameroun est un pays intensément riche. Mais cette richesse-là est accaparée par un groupuscule. Oui. Par un groupe de personnes que nous connaissons tous, qui sont en fonction. Est-ce qu'à ce niveau, on peut véritablement de façon efficiente, malgré l'annonce qui a été celle du ministre des Sports, le professeur Narcisse Molekombi, est-ce qu'on peut engager de façon directe la responsabilité du ministre dans cette question, ou alors ce serpent de mer que devient aujourd'hui? Je répondrai par l'affirmative. S'il y a des dégâts sur ce plateau, l'un des principaux responsables directs, c'est M. Stéphane Baga. Oui. Lui qui nous a convoqués, volontairement. Donc la responsabilité du ministre... Et c'est le ministre qui a convoqué Magui. Écoutez, le ministre agit en tant que membre du gouvernement. C'est une mission régalienne. Vous voyez, le ministre est payé pour ça. Pas l'argent du conteneur camerounais. Il y a un ministère des marchés publics au Cameroun. Si vous comprenez, le ministre est payé pour ça, pour faire ses travaux. Je voulais dire, c'est là que le coût du projet est passé de 163 milliards à 218 milliards, puis à 235 milliards, faisant de ce chantier l'un des plus coûteux en Afrique. Vous comprenez? Voilà pourquoi je parle de gabégie. Voilà pourquoi je parle de détournement volontaire des fonds Et publics. tous ces fonds ont été débloqués. Hein? Débloqués ou pas, nous vous donnons les chiffres. Nous vous parlons de ce qui est, de ce qui se passe. C'est ça. Mais ce qui fait mal, c'est que quand vous allez au Limbe, vous ne verrez pas de piscine. Vous ne verrez pas de stade d'entraînement. Vous ne verrez pas d'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel là-bas. Tout ça, on met ça sur le papier pour voler l'argent. Il n'y a pas. Vous ne verrez même pas de salles de cinéma. Il n'y a pas ça là-bas. Alors que c'est prévu dans Vous êtes au Limbe. Moi, Vous pouvez dire j'y habite. aux téléspectateurs. J'y habite. Je parle de voir. le chantier. J'y suis. Ok. J'y suis. Vous ne verrez pas ça là-bas. Ce qui est à Limbe, qu'on peut toucher de façon palpable, c'est le stade. Qui n'est même pas encore terminé. Oui. C'est bien. Qui n'est même pas encore terminé. Le fond n'est pas terminé. Ça peut terminer. Alors que l'argent a été payé pour faire le complexe. Mais le stade même n'est pas encore terminé. C'est bien. Bon, on ne peut pas minimiser le fait qu'il y a quand même un stade, un centre de stade. On peut minimiser ça. Puisqu'il est quand même opérationnel. Merci, M. Chougem. Monsieur Somba, je me tourne vers vous. Est-ce que le ministre n'a pas réagi trop précipitamment en annonçant une reprise des travaux? Est-ce que c'est dans son rôle, lorsque l'on sait justement tout la minée ou le cafouillage qu'il y a eu autour de la question de l'Inde, est-ce que le ministre ne s'est pas lui-même mis dans les problèmes en faisant des déclarations au sujet de McGill qui devait reprendre les travaux sans qu'il ait toutes les assurances préalables dans l'effectivité de cette reprise des travaux, M. Souba? Stéphane Baga, moi j'ai fait un serment personnel. Je me rappelle encore de ce sujet de dissertation littéraire
qui nous a été proposé lorsque j'étais en classe de terminale, oser penser différemment des autres. Je l'ai traité, j'ai eu la note que je méditais à cette époque. Moi, quand je vais sur un plateau de télé, je n'ai pas peur qu'on m'insulte. Je n'ai peur de rien. Tant que je suis en phase avec ma conscience, c'est-à-dire dire la vérité. Le gros problème que nous avons au Cameroun aujourd'hui est que les gens n'aiment pas la vérité. Quelqu'un ne peut pas venir sur un plateau télé dire qu'on a volé 3 milliards au Sénat sans aucun élément de preuve. Il n'y a pas eu de procès. Tous les médias qui le disent mentent alors. Mais ça, moi, on ne parle pas du Sénat. J'ai introduit, et Stéphane, j'ai introduit. Oui. Quelqu'un ne peut pas venir, moi je n'ai pas cité le nom. Hein. Quelqu'un ne peut pas venir sur un plateau et dire qu'on a volé. À un moment donné, l'honnêteté intellectuelle voudrait que l'on dise que les médias disent, ou les réseaux sociaux ont dit qu'on a volé 3 millions. Mais où est la différence? Non, il y a une différence. Où est la différence? L'affirmation n'a de place qu'à l'issue d'une enquête qui a établi qu'effectivement il y a un vol de 3 milliards. Les poncifs, les prétentions ne sont pas des vérités, ne sont pas la réalité. Faisons attention, nous sommes des parents. Nous sommes des parents. N'apprenons pas à nos enfants que parce qu'on a lu sur Facebook et qu'on a lu à la une des médias, le journaliste n'est pas un procureur. Le journaliste... Vous avez pris 2 minutes pour nous parler de tout, sauf 2 questions que je vous ai posées. 2 minutes. Est-ce que le ministre ne s'est pas avancé? Ces 2 minutes sont importantes pour répondre à cette question. Oui. Une fois que je l'ai dit en interpellant mes enfants, mes anciens étudiants qui me suivent chaque fois que je viens à Info TV, j'ai dit, faites attention à tout ce que vous lisez. Attendez parfois les résultats des enquêtes, attendez les sentences judiciaires ou juridictionnelles. Je me rappelle d'un ministre qui a été condamné entre guillemets par la vindicte populaire, par les médias, parce qu'il a détourné 4 milliards de francs. Et qui à la fin a été reconnu coupable pour un détournement à longue échelle, c'est-à-dire en plusieurs actes de faute de gestion de seulement 350 millions. Je parle ici au ministre Hubert Olanguinawono, à qui je peux dire un bonsoir ce soir. Donc, quand nous prenons la parole en public, faisons attention à ce que nous disons. Maintenant, pour revenir au stade Olimbe, que M. Choujem, bien qu'habitant Olimbe, n'a pas eu la prudence d'aller visiter, moi j'ai fait ce stade. Moi je l'ai pratiqué. La CAN s'est jouée où? Ne revenons pas sur les détails. Il y a un stade là-bas. J'y viens. La CAN s'est jouée à Olimbe. Des entraînements sur des terrains. Parce que quand on parle d'entraînement, on ne parle pas de stade, on parle de terrain d'entraînement. Oui. L'héliport, un hélicoptère a atterri à Olimbe. L'héliport est là. Les parkings sont là. Le restaurant dans lequel j'ai déjeuné pour la signature du contrat devant construire le chemin de fer entre le Congo et le Cameroun par Besoué, je ne sais plus trop quoi, a été organisé au restaurant de Lembe. Les hôtels sont là. Monsieur Choujem, l'ONIES a loué ses espaces à plusieurs couples qui ont célébré leur mariage, comme ça se fait au Real de Madrid, comme ça se fait au Camp Nou. Je ne pense pas que c'était des Occidentaux, que les Occidentaux qui sont allés louer les espaces de Lembe pour célébrer leurs événements à vie, pouvaient aller louer des espaces qui n'existent pas. Non, maintenant, le chantier de l'hôtel dans lequel j'ai marché, que j'ai visité, le chantier de la piscine que j'ai visité, le chantier de la salle de cinéma que j'ai visité, parce que quand je parle, je regarde la caméra, j'engage ma responsabilité devant les Camerounais. À partir du moment où un chantier est là, on ne doit plus dire que ça n'existe pas. Que veut dire exister? Exister veut dire jouir d'une matérialité physique. Maintenant, l'inachèvement, la non-complétude d'un chantier ne signifie pas qu'il n'existe pas. Maintenant,
Questionnons en tant que responsables. Nous sommes des parents. Beaucoup sur ce plateau. Monsieur Somba, je vais poser une question précise. Je suis en train de répondre à cette question. C'est vous qui parlez si bien français. Moi, je vais poser une question simple. Est-ce que le ministre ne s'est pas longuement avancé dans l'engagement en il avait le plan de travaux le 13 janvier 2023? En politique et en gouvernance, il n'y a pas de question simple. En politique, tout ce qui est visible, ce n'est que un dixième de l'iceberg. Et c'est pour ça que je plante le décor. À partir du moment où il y a un chantier, reconnaissons d'abord qu'il y a un chantier et décrions le fait que le chantier ne soit pas achevé dans les délais. Et là, on fait chorus. C'est ça que nous disons. Parce que si je commets l'erreur ici, de dire que le chantier a été livré, je serai un bonimenteur. Je serai un boniment. Je dis ceci. Les chantiers sont là. Maintenant, questionnons pourquoi les chantiers ne sont pas livrés. Oui. Voilà. Et là, on va donc comprendre qu'il y a un premier prestataire qui s'appelle Pitini, avec qui les choses ne vont pas jusqu'au bout. Il y a un divorce. Et il y a un second prestataire qui s'appelle McGill, Oui. qui nous permet d'amener le chantier au point d'organiser la CAN. Jusqu'à ce qu'il y ait aussi divorce avec McGill. Mais le ministre a dit que l'ouvrage reprenait le 13 janvier 2023. Le ministre des Sports, avant de dire que les travaux reprennent, a d'abord dit qu'il résilie le contrat de McGill. Sur ce plateau, on doit l'accepter. Maintenant, McGill est venu au Cameroun, il y a eu des rencontres à la primature, il y a eu des rencontres à la présidence, à la task force, et à l'issue de ces rencontres, il y a eu ce qu'on appelle une conciliation. D'après cette conciliation, McGill devait reprendre le chantier le 13 janvier. Si c'est bien le 16 janvier 2023, si je ne m'abuse. Oui. Et McGill ne l'a pas dit seul. McGill l'a dit en présence du ministre des Sports, qui est maître d'ouvrage du chantier. Et qui a certifié la reprise. Et aujourd'hui, nous sommes le 28 juin 2024. Le chantier n'a pas repris. Je ne suis pas modérateur, je ne fais pas partie des gens qui choisissent les sujets Info TV. Mais moi, je pense qu'au lieu d'incriminer le ministre en disant qu'il s'est précipité, le ministre ne s'est pas précipité. Personne n'incrimine le ministre. C'est un gouverneur voilà, de la nation, un gouvernant ne se précipite pas. Un gouvernant parle en fonction des éléments dont il dispose. Sauf que lorsque vous avez fait une projection avec des éléments factuels et que les mêmes éléments factuels changent, la position est obligée de changer. Merci. Stéphane, permettez que je le dise. La question qui doit nous intéresser aujourd'hui en tant que Camerounais contribuables qui payons les impôts, qui payons des redevances et qui attendons la livraison des chantiers, c'est pourquoi, moi je me serais attendu à cette question, pourquoi le chantier de Limbe n'a pas repris? Merci. La question du pourquoi donc un avantage, je sors par là. Juste une phrase. La question du pourquoi un avantage, c'est qu'elle va donc nous permettre que nous soyons citoyens. La redevabilité n'interpelle pas seulement les journalistes. Même un citoyen lambda a le droit d'écrire au ministère des Sports pour poser la question. C'est bien ce que j'ai dit. Pourquoi le chantier de Limbe, promis, dont la reprise des travaux était promise au 16 janvier, au 28 juin, n'a pas repris juste 16 janvier 2023. Juste pour dire, Stéphane, que même ces reprises dont vous parlez là, c'est presque sans objet. Puisque le complexe avait été prévu s'achever en 2019. Merci. La maison que vous avez engagée, vous avez logé votre femme dans votre maison dans les délais. Un jour avec votre argent, moi j'ai dit non. Mon argent, n'est-ce pas, est comptabilisé. La maison que vous avez comprenez à votre je ne sais pas est-ce que vous avez livré dans les délais. C'est pour ça que en matière de contrat administratif. En matière de contrat administratif, il y a ce qu'on appelle les aléas. Moi, je voudrais que les Camerounais s'interrogent. Quels sont les aléas qui font que ce contrat ne soit pas exécuté dans le non, s'il vous plaît. Oui, je vous dis que c'est comme ça qu'on fait, n'est-ce pas, pour amener ce pays dans l'abîme. Merci. Il faut croire aux industriels que l'événement punit en cas d'erreur au lieu que de croire aux philosophes comme ceux des pays qui tirent profit d'opinions mal fondées. Merci. Monsieur Noir, je me tourne vers vous. Alors,
je pose la question, et le DP Somba semble m'amener dans beaucoup de littérature. Je pose une question simple. Qu'est-ce qui amenait le ministre à se déclarer aussi de façon sûre que le chantier allait redémarrer? Et c'est la préoccupation qui est celle des Camerounais et que voilà, monsieur Somba. Moi j'ai la réponse claire. Laurent Ngoïsi, si on aujourd'hui, interpellons aussi Magui. Pourquoi on n'interpelle pas Magui? Merci. C'est la promesse Camerounais. Monsieur Somba. Monsieur Somba, allez-y. Ok. Stéphane Baraga, j'aimerais avoir la certitude que c'est vous qui modérez ce débat. Oui. Rassurez-vous, j'ai encore le plein pouvoir sur ce plateau. Merci. Une fois que je l'ai dit, je dirais que cette question-là, vous la poserez peut-être à un communicant du ministère des Sports, parce que je ne suis ni de près ni de loin engagé de ce côté-là. Mais ce que je peux dire et ce que les Camerounais constatent, c'est que le chantier d'Olimbe, c'est un scandale. N'ayons pas peur de le dire. Le chantier d'Olimbe, c'est un scandale. Je voudrais d'abord votre avis en tant que citoyen. Oui. Est-ce que l'honorable Ngoïsi qui prend la parole aujourd'hui de façon publique, nous avons fait notre devoir de journaliste, nous l'avons interpellé et elle nous a dit que justement elle attendait le ministre durant la séance aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Malheureusement elle n'est pas venue, mais elle a donc choisi ce mode de communication pour porter à l'opinion nationale et internationale les désirs des Camerounais et les interrogations des Camerounais sur cette question de l'Olimbe qui, précisons-le, est une promesse présidentielle. Oui. C'est le président Paul Biya qui a promis aux Camerounais cette infrastructure. C'était pas un stade, c'était un complexe. Alors, est-ce que dans son rôle, et surtout, est-ce que le ministre ne s'est pas engagé trop rapidement en annonçant devant tous les médias que le chantier reprenait? Elle est bien évidemment dans son rôle. Je crois que la mission première des élus de la nation, c'est de questionner la gouvernance du pays, c'est de questionner les membres du gouvernement lorsqu'ils se présentent à l'Assemblée nationale, ou alors de le faire comme elle a fait par une lettre ouverte, comme on a retrouvé sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut dire, c'est que le ministre des Sports n'est peut-être pas l'acteur qu'il faut viser dans cette histoire, parce que il me souvient que pendant que les travaux étaient en train de traîner et que la CAN devait se tenir, une task force avait été créée et qui était logée à la présidence de la République et qui était dirigée par le secrétaire général, le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Et lorsque cette task force-là siégeait, il ne me souvient pas qu'on ait entendu même le nom du premier ministre là-dedans. Donc, enfin, les choses se faisaient de la présidence de la République en associant bien évidemment le ministère des Sports. Donc, la dame, l'honorable Ngoïsi, est dans son rôle de questionner le ministre des Sports sur la question. Mais je ne pense pas que le ministre des Sports soit la personne habilitée à répondre à cette question-là. Parce que qu'est-ce qui a amené donc lui à aller prendre un engagement devant les Camerounais? Non, le ministre des Sports assure la gouvernance des questions sportives de manière quotidienne. C'est normal que quand il y a un engagement comme celui-là, c'est normal que quand il y a un problème comme celui-là, qui disent que les travaux reprendront, mais est-ce que le McGill a reçu ses paiements? Parce qu'il faut préciser que le contrat, après que le contrat de Pichini a été résilié en décembre 2020, en décembre 2019, McGill avait signé le contrat avec l'État du Cameroun en janvier 2020. Mais les fonds qui avaient été mobilisés pour la construction du stade ayant déjà été consommés, il fallait que l'État du Cameroun mobilise encore des fonds. C'est la raison pour laquelle l'État du Cameroun va donc contacter la banque londonienne, la Standard Chartered Bank. Oui. Et c'est-à-dire le contrat est signé en janvier 2020 et le premier paiement de ce contrat-là arrive en juin 2021, si mes souvenirs sont exacts, alors que McGill était déjà sur le terrain. Donc plus tard, McGill saisit donc la cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale qui déboute l'État du Cameroun parce que McGill réclamait un non-paiement de 11 factures qui s'élevait à 15 milliards, 15,4 milliards. L'État du Cameroun est donc débouté et cette juridiction donc instruit à l'État du Cameroun de payer donc, de verser dans un compte secret ces 15,4 milliards là pour que le McGill rentre en possession de son argent. C'est donc là la raison de la brouille entre McGill et l'État du Cameroun. Et plus tard, le contrat est donc résilié. Maintenant,
avec les tractations qui ont eu lieu, le ministre des Sports revient donc pour dire les tractations, les travaux peuvent reprendre. Maintenant, est-ce que l'argent a été versé? Ça n'a pas été dit au Camerounais. Est-ce que les 15,4 milliards dont le McGill réclamait ont été versés? Je pense que si les 15,4 milliards ont été versés, il est normal que McGill dise que les travaux seront repris. Mais il y a une opacité à ce niveau-là. Est-ce que l'argent a été versé? On ne sait pas. Oui. Donc, lorsque le ministre... L'argent a été versé. Le ministre a fait un communiqué. Monsieur Le ministre a fait un communiqué où il a détaillé les décomptes. Non, mais le ministre, l'État du Cameroun, il ne faut pas faire l'amalgame. L'État du Cameroun, lorsque l'État du Cameroun fait son plaidoyer au niveau de la chambre d'arbitrage, l'État du Cameroun dit que la McGill a reçu déjà certains paiements des 15,4 milliards qu'il réclame. Et l'État du Cameroun, lorsque l'État du Cameroun est débouté, il dit que puisque la Cour est en pleine constitution, c'est-à-dire cet argent-là ne peut pas être payé. C'est ça que l'État du Cameroun disait. Et plus tard, l'État du Cameroun dit que il y a une autre raison, c'est que McGill, lors de son plaidoyer, n'a pas donné le numéro du compte séquestre par lequel l'argent devrait être versé. Mais je ne sais pas si l'argent a été versé. Si l'argent a été versé, je pense que tous les Camerounais l'auraient su par un communiqué officiel. Mais il nous revient que si l'argent avait été versé, les Camerounais, les travaux du stade auraient repris. Mais qu'est-ce qui a donc permis que le ministre aille jusqu'à dire que les travaux du stade Olembe reprendront? Le ministre ne l'a pas dit seul, il était avec McGill, S'il vous plaît, avec Franck Mathieu. Permettez-moi. Interpellons aussi Franck Mathieu. Permettez-moi. Contrairement à M. Essomba, moi je parcours Olembe tous les samedis. Je fais sport de ce côté-là. Et contrairement à ce que dit M. Essomba, les Camerounais qui vont de ce côté-là vont vous dire que les travaux ne sont pas terminés. Les écailles de pangolin qui avaient été posées sur la toiture de ce stade-là sont en train... Monsieur, s'il vous plaît, une précision. Non, je vais sur un aspect. Le débat a vocation à éclairer l'opinion. Si vous dites concrètement à M. Essomba, moi je parle de l'intérieur du stade. Vous dites bien que vous parcourez l'extérieur du stade. Moi j'ai déjeuné dans le restaurant. Je parcours à la fois l'intérieur et l'extérieur. Moi je ne vais pas parler des écailles de parcours à la fois l'intérieur et l'extérieur. Est-ce qu'il faut être Stevie Wonder pour se rendre compte que les écailles de pangolin sont découpées? Merci, monsieur Somba. Monsieur Somba va le chuter. Voilà. Parce que quand vous dites concrètement, restituer mes propos in extenso. Monsieur Somba, s'il vous plaît. Chantier n'a pas été vu. Alors, si nous parlons de... Peut-être que je me suis mal exprimé, nous parlons de complexe. Et c'est ce qui a été promis. Une partie. Donc, quand je parle de la finition des travaux, oh là là. On parle de chantier. Monsieur Somba, permettez-moi dites la vérité aux Camerounais. Il y a une partie du complexe qui est livrée et il y a une partie qui est en chantier. Pourquoi les dire pose un problème? Donc dit que ce sont l'autre partie c'est un problème. S'il vous plaît. Non, attendons-nous. Ce n'est pas un débat entre vous et monsieur Noir. Monsieur Somba, je vous interpelle. Non. Pour plus de discipline. Sinon, on va aller dans un sens qui ne va pas nous permettre d'avancer et d'éclairer la lanterne de Camerounais nombreux qui nous regardent. Monsieur Noir, je vous permets de chuter en précisant votre propos. Vous questionniez la responsabilité du ministre des Sports sur ce plateau. Je pense que là, vous avez un communicant du ministère des Sports. Et vous devez lui adresser des questions comme celles que vous m'avez adressées tout à l'heure. Et moi, je ne viens pas pour faire de la flagornerie sur ce plateau. Je ne viens pas pour dire des choses comme un communicant ou alors le conseiller technique numéro 2 du ministère des Sports l'a dit à Mondio Vision que l'hôtel est perceptible. C'est-à-dire l'hôtel est en cours de finition. Les Camerounais ne le voient pas parce qu'il est sous les gradins. Mais c'est vrai aujourd'hui. Mais c'est vrai. Oh là là. Est-ce que l'hôtel à ce jour est fini? Le conseiller technique l'a dit. Le conseiller technique l'a dit combien de temps, monsieur? Enfin, vous allez là où il faut. L'hôtel n'est pas fini. L'hôtel est en chantier. Merci. Non, je n'ai pas chuté. Allez-y, chutez, monsieur Noir. Vous nous rendez la tâche difficile ce soir, monsieur Somba. Reconnaissez-le quand même. Allez-y, monsieur Noir. Donc, je vais dire que 8 ans, c'est de trop pour un complexe, parce qu'il faut dire que les travaux du stade, la première pierre du stade de Lembe est posée en 2016. Parce que la CAN devait se jouer en 2019, la première CAN devait se jouer en 2019. Ça a échoué. Et le renvoi
est subséquent du fait que les travaux de ce stade-là étaient en train de traîner. Et même en 2021, la CAN qui se joue en 2022, c'est-à-dire la CAN 2021, Pichini et McGill arrêtent les travaux parce que les travaux ne sont pas terminés. Oui. McGill arrête les travaux. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que les travaux, lorsque la CAN se jouait sur ce stade-là, les travaux étaient terminés. Non. Le dit, c'est faire preuve de mauvaise foi. Et il faut dire, n'ayons pas de le dire, ce stade-là est l'un des scandales qu'il faut questionner. Merci, M. Noah. Alors, je vais, avant de donner la parole, M. Asiga, relayer, alors citer de façon précise l'honorable Ngoïsi Roland du Parti camerounais pour la réconciliation nationale qui, justement, rappelle, et elle précise, Monsieur le ministre, vous avez relevé ce jour la détermination du gouvernement à offrir au peuple camerounais des infrastructures de qualité. Je vous cite, nous sommes là pour réitérer à l'entreprise McGill la volonté du président de la République à faire en sorte que ce projet aboutisse dans son entièreté et l'urgence pour elle de reprendre les travaux. L'honorable Ngoïsi, l'honorable Ngoïsi a juré fidélité à un homme devant le maire, mais après il a divorcé. Oui, rapport. Mais c'est pour dire que les promesses peuvent connaître des alinéas. Merci. Si elle a juré fidélité à un homme, mais après elle a divorcé pour aller encore se marier avec un autre homme. Si l'État a dit quelque chose avec des moyens X et que les moyens X ont changé, l'État peut changer aussi les discours. Monsieur Somba, je vais vous laisser responsable des propos. C'est la vérité. Ce sont des faits. Quand vous diffusez de la vie privée. Non, on ne peut pas le laisser. Ce n'est pas. Ce sont des faits engagés. Mais on l'assume, monsieur. Je suis sérieux. Je l'engage. Si elle qui est une femme, après avoir fidélité à un homme, a divorcé, pourquoi l'État ne peut pas divorcer et changer de position? Merci, merci. C'est la preuve que les positions évoluent. Merci, monsieur Somba. Et quelqu'un a dit quelque part un jour que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. On vous aura suivi dans vos prises de parole impromptues. J'ai dit la responsabilité du média que je représente n'est pas engagée sur le propos que vous voulez tenir au sujet de la vie privée de l'honorable Ngoïsi. Monsieur Asiga, voilà justement Olembe qui a fini pour décider les personnes sur ce plateau et même en dehors. Mais la vérité est là. La promesse du président Paul Biya n'est pas matérialisée. Je ne savais pas, Stéphane. Heureusement que mon frère Anissé Noir nous a fait une révélation tout à l'heure que le DP Somba, vous avez oublié certainement de le présenter sous la casquette de communicant du MINSEP. Il faudrait peut-être à la prochaine émission de ne plus omettre de le présenter comme tel. Il faudrait dire, en ce qui concerne cette affaire de McGill avec l'État du Cameroun, c'est un scandale financier du siècle dans l'Afrique centrale, on peut dire de façon générale. Dans l'Afrique centrale, c'est un scandale financier qu'on dirait du siècle, qu'on n'a jamais connu. Aujourd'hui, on ne devrait même plus être en train de revenir sur ce problème, dans la mesure où tous les membres qui ont participé à la task force, qui ont été nommés à la task force, ont été auréolés de médailles pour dire tout simplement qu'ils ont très bien travaillé pour le Covid. Pour le Covid, c'était les mêmes qui étaient au Covid, qui étaient aussi pour la construction du stade. Lorsque je l'ai dit, on peut bien. La question sur l'opportunité que l'honorable a eu à prendre aujourd'hui est telle que, en tant que député de la nation, elle-même est certainement en retard. On se serait attendu 8 ans aujourd'hui qu'elle adresse une telle lettre au président de la République pour lui poser effectivement cette question. Peut-être que la lettre n'est pas bien orientée. M. Asiga, que l'honorable, elle met son curseur à partir du 13 janvier 2023, où justement il y a cette promesse ferme devant un parterre de personnes et des médias du ministre en compagnie des représentants de McGill sur la reprise effective des travaux. Aujourd'hui, nous sommes quasiment un an plus tard et rien n'a recommencé. On nous annonce que, justement, les quelques infrastructures pangolins, écailles pangolins et autres sont en train de s'envoler. Donc, on est en train de reculer, les travaux n'ont pas repris.
l'argent est fini, qu'est-ce qu'on fait? Les Camerounais sont habitués. On va faire L'argent n'est quoi? pas fini. Les Camerounais sont habitués à des scandales pareils et on ne fait absolument rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Chacun va juste jouer son rôle à peu près comme celui que je me suis baissé sur le plateau. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Rien du tout. Et M. Zuma vous a même répondu que les positions évoluent. Alors pour répondre à la lettre de l'honorable, il est clair que M. Zuma va répondre en disant tout simplement que son ministre lui demande de répondre que les positions ont évolué. Maguil a promis, Maguil ne l'a pas encore réalisé, alors ils peuvent repousser les choses. C'est la pression sur Maguil, c'est sur l'État du Cameroun, ou alors il y a une conspiration qui voudrait faire mentir le président camerounais face à la promesse faite au mouvement sportif d'un complexe sportif à Olymbe. Pas d'un stade, d'un complexe sportif. Est-ce qu'il y a une conspiration qui voudrait faire mentir le numéro 1 camerounais? Qui ne vous fait même pas comprendre que le président, lui, sait que le complexe est opérationnel à 100%. C'est encore plus grave. Ça veut dire qu'il ne contrôlerait plus je ne l'ai pas précis. Je ne l'ai pas dit. C'est encore plus grave, monsieur Assiga. Je ne l'ai pas dit. Mais j'ai dit, si on vous fait comprendre que le complexe est fonctionnel aujourd'hui à 100%, vous, en tant que Camerounais, vous direz quoi? Vous direz non? Qui a dit que le complexe est fonctionnel? Alors, quand vous avez les communicants du MINSEP qui vous disent sur un plateau de télé que le chantier est juste en arrêt. C'est la vérité. Que le chantier est juste en arrêt. Mais ça fait 8 ans. Oui. 8 ans plus tard, on parle d'arrêt. 12 ans. On pose des questions, on va se poser des questions. On doit s'en féliciter, monsieur. Pourquoi en arrêt? Pourquoi ce chantier, ce fameux chantier est en arrêt? Qui va payer cet arrêt? Si l'argent n'est pas fini, monsieur Somba. L'argent, il faut préciser. Qui va payer cette facture? Les Camerounais que nous sommes. C'est nous qui facture. Cet argent qui a été chantier en arrêt veut dire des comptes stoppés. Aucun des comptes n'est plus versé depuis que le chantier et ce que vous avez déjà utilisé pour le peu qu'il y a. Ce qu'on a versé a été mobilisé pour le chantier. C'est pour ça que la canne s'y est jouée. Monsieur Assiga évoque le prêt. Alors, la parole, monsieur Assiga. Sur ce prêt, monsieur Sombarou, nous avons aujourd'hui l'État du Cameroun qui a été une fois de plus endetté. C'est toujours le contribuable camerounais qui va en payer le prix. Oui. Est-ce qu'il n'est donc pas raisonnable pour ce contribuable de se questionner pourquoi nous n'avons pas le fameux complexe que le président Paul Biya nous a promis? Je crois que c'est voilà à peu près l'idée de la lettre. Alors, l'honorable, vous n'avez pas la possibilité que le président Paul Biya vous a promis en 1990. Permettez que je vous donne la parole. Elle conclut en questionnant, peut-être en se posant la question à elle-même, que, bien évidemment, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cet arrêt? Il faut dire au Camerounais que Olymbe, il faut abandonner, il faut oublier, il faut dire au président de la République. Justement, mon jeune collègue l'a si bien dit, a souligné l'opacité qui existe dans la communication gouvernementale. Peut-être même que le DP et Somba ne communiquent pas assez et qu'il a fallu que vous l'interpelliez aujourd'hui pour qu'il vienne communiquer au nom du ministère et qu'il nous dise pourquoi le chantier est donc en arrêt. C'est à ce niveau-là où nous attendons effectivement la communication. Pourquoi est-ce que ça doit rester un secret? Si vous avez fini de manger notre argent, dites-nous que l'argent est terminé, c'est pourquoi le chantier est en arrêt. S'il y a un autre problème, dites-nous ce qui fait problème pour que le chantier ne continue pas. Merci. Merci. Que de nous retrouver en train de vouloir distraire les Camerounais au quotidien. Non, arrêtons un peu avec ça. Merci, monsieur Assiga. Est-ce qu'on sait que ce chantier fait l'objet? Vous n'avez pas la parole. Permettez qu'on a porté plainte à l'État. Permettez qu'on vous n'avez pas la parole. L'appel ne met pas fin à la procédure. Bonsoir Stéphane Baga. Bonsoir Panel, belle émission. Que raconte le DP? Il y a un restaurant à Olymbe. C'est une question. Sans vouloir lui manquer de respect, il fait de la mauvaise foi. Il y a un restaurant à Olymbe. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
Alors, je parle avec affirmation après avoir fait 2 compétitions là-bas et je visite constamment ce stade. J'ai la chance d'être le petit frère d'un professeur DPS affecté là-bas. Il n'y a pas de restaurant. Il y a le restaurant. Je suis prêt à parier avec ces téléspectateurs et nous allons Olymbe tout de suite. Je lui montre le restaurant. Le contrat entre Besway et l'État du Cameroun a été signé. Il y a un restaurant de but là-bas. Monsieur Chougem, nous parlons là du restaurant. Il y a un de but là-bas. Les téléspectateurs posent le problème. Il y a des chantiers et le restaurant est fonctionnel. Le restaurant est fonctionnel. Autant il y a un des c'est 12 ans. On veut finir avec 12 ans. Le statut des enseignants que vous déplorez, c'est combien d'années? Pourquoi vous ne pleurez pas sur le statut des enseignants? Vous ne pleurez sur les chantiers. Les bailleurs de fonds privilégient les chantiers. Regardez comment le chantier de l'Assemblée nationale s'accélère. Je voudrais nous piétine. Il faut comprendre qu'avec les bailleurs de fonds internationaux, il y a des difficultés. Monsieur Chougem doit être revenu sur ce parole. Monsieur Chougem n'a pas la parole. Je relève les contributions des téléspectateurs. Avant que je parle. Avant que moi je ne parle, c'est mon tour de parole. Non, c'est le mien, c'est le mien. C'est ce qu'il a dit. S'il vous plaît, permettez que je fasse mon travail sur le plateau. Alors, peut-on vivre? Oh là là, vous n'allez pas... permettez que je... Bonsoir Stéphane Daga, dites à M. Somba qu'il n'est pas le seul à entrer dans le stade Olymbe. Nous avons joué la canne sur un stade inachevé, il a aussi pris sa part sur l'argent du stade. Et ça, je ne le sais pas, je ne sais pas si c'est vrai. Il fera partie de ceux qui nous rendront compte. Il ne va pas venir sur un plateau que nous aimons bien, mentir au peuple pour je demande pas. Tous ces gens qui entre financial a été signé au restaurant du complexe sportif de Olymbe. C'est passé à la CATV à Mondovision. C'est visible. Merci. La réception des bus que je suis allé convoyer à Douala avec monsieur François Famawa. Hey, la cérémonie de réception des bus a été faite au restaurant du stade Olymbe. L'ONIES organise les mariages au stade Olymbe. Vous pensez que ces mariages se tiennent où? C'est dans ces restaurants. Merci. Mais vous avez le courage d'aller visiter. Ne vous contentez pas des fake news sur les réseaux sociaux. Merci, monsieur Somba. Vous pensez que moi, Somba, né à Yaoundé, je peux mentir sur des choses pareilles pour gagner quoi? On vous a compris. Pour gagner quoi? On vous a compris. Je suis d'accord que l'hôtel, la piscine, c'est un mais le restaurant au moins est fonctionnel. Merci. Permettez qu'on avance. Permettez qu'on avance. Bonsoir panel. Monsieur Somba, pourquoi quand vous êtes sur un plateau aussi sérieux que celui-là, arrêtez de raconter des âneries, vous ne maîtrisez pas le projet. Merci pour la contribution. Bonsoir, dites à ce monsieur qu'il s'excuse. Non, on ne va pas aller jusque-là. Mais voilà les images du restaurant que vous avez montré. Montrez-les aux téléspectateurs. Ce que le monsieur dit est vrai, monsieur Somba a raison, le restaurant existe. Bon, c'est vrai que notre réalisation nous montre quelques images, mais on ne sait pas s'il est en fonctionnement, parce qu'il existait, c'est autre chose. Il existe, il n'est pas en fonctionnement. Voilà. Bonsoir, il faudra éviter le DP Somba qui, en tant que communicant du MINSEP, parce qu'il a su vraiment, et il est clair que... Oh là là. Il n'est pas question de hibou, de drogue, que ce soit sur ce plateau. Monsieur Somba, en vous entendre parler de la vie privée de madame la députée, ça montre tout simplement qu'elle est une personne publique. Vous n'avez pas de respect pour les personnes publiques n'ont pas de vie privée. De cacher. Les personnes publiques n'ont pas de vie privée. Désolé, elle est une personne publique. Elle doit dire aux Camerounais que pour se remarier, elle a d'abord divorcé alors qu'elle avait prévu fidélité. S'il vous plaît, le rapport. C'est pour dire que si je me bats sur ce plateau, monsieur Somba. Si les individus changent de position, pourquoi l'État ne doit pas la vie privée de madame Maurice? Sa vie est publique, elle est une personne publique. Non, nous refusons ce débat. Elle est une personne publique. C'est pas l'ordre du jour. Quelqu'un, son député a demandé un jour le bulletin de santé du chef de l'État qui relève du secret médical. Si les chefs d'État, sous d'autres cieux, publient leur bulletin de santé médicale, pourquoi les députés ne doivent pas dire qu'ils ont divorcé avant de se remarier? Merci. Est-ce qu'elle n'a pas divorcé? Laissons la fixation alors privée de l'honorable ici. Laissons-la. Dans le droit anglais, s'il vous plaît, dans le droit anglais, pour dire certaines choses, il faut soi-même avoir les mêmes droits. L'honorable ici, après avoir divorcé, n'a pas qualité de juger un État
qui a divorcé de certains prestataires pour voguer vers d'autres cieux. Merci. Qui est sur le chantier de Lembe avec de nouveaux prestataires sera livré. Merci. Elle nous parle aussi de son divorce. Merci. On vous a compris. Je préfère, avant de poursuivre avec cette émission, prendre une légère transition et revenir tout de suite après. Continuez, mais déroulez votre séance. Mais laissez le nom de monsieur Allez-y, monsieur. Vous parlez aux téléspectateurs, pas à moi. On a compris. Cette affaire du complexe, Oui, les 30 sont presque dépassés. est-ce que cette affaire du complexe parti de l'Olympe qui tarde à finir, peut-être ne finira même jamais, mais on ne le souhaite pas. On souhaite que ça finisse un jour, parce qu'on dit souvent mieux vaut tard que jamais. C'est la même chose avec des entreprises qui ont été fermées dans ce pays, telles que la Bata, telles que la Sophie Ben, telles que la Township, l'ONCBB, et ainsi de suite, qui ont été fermées pour laisser la jeunesse de sport dans la débrouillardise. Merci. Monsieur Siga, je vous donne votre minute 30 pour vos perspectives par rapport à la sortie de l'honorable Ngoïsi. Oui, de façon générale, le Cameroun souffre d'un véritable problème de communication. Ça fait que lorsqu'il n'y a pas de communication, on peut même être confronté à une difficulté, on ne saurait vraiment où se trouve la difficulté. Le Camerounais, surtout le Camerounais qui est contribuable des dépenses publiques, se retrouve ne sachant pas effectivement qu'est-ce qui se passe. Et c'est ce qui est en train de se passer au niveau de beaucoup d'autres problèmes qu'on a aujourd'hui. Oui. Les chantiers qui sont inachevés et ainsi de suite. On ne communique pas. C'est-à-dire que les membres du gouvernement ne communiquent pas. Les membres du gouvernement, j'ai dit, là, je ne sais pas s'il existe des cellules de communication dans ces départements ministériels. La question posée aujourd'hui par l'honorable Ngo ici, c'est une question à laquelle le ministère qui ici est interpellé devait tenir un point de presse pour éclairer la lanterne des Camerounais. Si cela n'est pas fait, c'est un manque de respect vis-à-vis des citoyens que nous sommes de ne pas nous tenir informés de ce qui se passe par rapport à ce chantier. Merci, monsieur Asiga, pour le respect du timing. Monsieur Noah. Non, je pense tout simplement que je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure en disant que 8 ans pour construire un stade, alors qu'on a vu des stades être construits en 2 ans, 3 ans. Ailleurs, je pense que c'est plus qu'un scandale. Et comme l'a dit M. Asiga, nous n'avons pas la pleine information de ce qui se passe, alors que ce sont nos impôts qui servent à construire ces infrastructures-là. Ne nous faites donc pas le procès qu'on vienne sur ce plateau et qu'on dise que l'hôtel n'est pas terminé, alors qu'il est peut-être terminé. Peut-être que monsieur Essomba nous dira peut-être que l'hôtel est terminé. Et je pense que si on veut que les choses se fassent bien, il faut que lorsque un projet, c'est-à-dire un projet comme celui-là est engagé, que les Camerounais aient la pleine mesure de l'information pour savoir à quel niveau les travaux se trouvent, pourquoi ça pétine, pourquoi ça n'a pas repris jusqu'ici, est-ce que ça va reprendre un jour. Je pense que c'est la perspective dans laquelle se situe le Noir Ngoïsi pour demander pourquoi ça n'a pas repris jusqu'ici, alors qu'en janvier 2024, on annonçait déjà la reprise des travaux. Merci, monsieur Noah. Monsieur Somar, 1 minute 30. Moi, je ne suis pas partisan de cette attitude à déresponsabiliser le citoyen. Le principe de la redevabilité que les anglo-saxons appellent accountability voudrait que chaque citoyen s'enquérisse de ce qui se passe dans son état à bonne source. Combien de Camerounais sont allés au ministère des Sports? Combien de Camerounais ont écrit au gouvernement, soit le ministère des Sports, soit la primature, soit même à la task force? On sait que c'est le SGP qui la gère pour s'enquérir de l'information. Non, mais les Camerounais ont choisi délibérément aujourd'hui de ne s'abreuver que sur les réseaux sociaux. Et avec tout ce que ça comporte, on peut avoir qu'un sentiment anti-gouvernement qui est en train de se créer et que certains intervenants sur les médias contribuent à épaissir. Il faut dire aux Camerounais que chaque citoyen a le droit, et j'irai plus loin, et le devoir de questionner un membre du gouvernement. N'attendez pas que ce soit les députés qui le fassent. Et
Et le ministre de la Santé se prête au jeu tous les jours sur Facebook et sur Twitter, où il laisse que les Camerounais lui posent des questions sur les questions de gouvernance. Chers Camerounais, abreuvez-vous à bonne source et vous aurez la bonne information. Merci. Monsieur Mbaraga, je vais juste dire une petite chose sur ce que me dit Monsieur Somba. Non, faut pas. Je pense que le Noir ici a écrit une lettre. On attend donc que le ministère réponde. Et il faut dire une chose. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je fais sport chaque samedi du côté de l'Embe. Moi, j'ai demandé à voir l'intérêt de ce stade-là, mais une fois de non-recevoir m'a été opposé. Et vous pensez que si moi, le Camerounais lambda, j'étais au ministre des Sports pour demander les comptes sur l'arrêt des travaux, vous pensez que j'aurai une réponse? Non, faut pas faire d'intention. Écrivez d'abord. Merci. Il la réaction qui nous parvient. Stéphane, bonsoir le panel. La salle qu'on nous montre est la salle où les gens buvaient le pétrus durant la canne. Quand le DP Somba a dit à Choujan de ne pas le juger, mais c'est bien le pétrus qui vient de juger le restaurant. S'il vous plaît, qui vient de juger la députée sur sa vie privée. Finalement, on doit comprendre quoi. Monsieur Somba dit d'aller à la source pour avoir l'information. Il reproche donc quoi aux députés? Merci à vous, chère Madame Yogo, la maman, pour la conclusion. Je ne la juge pas, je lui donne une information. Monsieur Somba, ce que vous faites, en même temps, vous n'avez pas d'argument et vous êtes agressif. Bonsoir tout le panel, un débat très intéressant qui nécessite d'être éclairé, mais qui finira sans qu'on ait rien tiré de concluant. Certains ne laissent pas d'autres s'exprimer et cela ressemble finalement à un débat du quartier. Maxime depuis Saint-Melima, merci pour la contribution. Nous ne souhaitons pas que justement ça vie au débat du quartier, cher Maxime. Bonsoir le panel, pourquoi merci pour la contribution. Bonsoir Stéphane, on ne justifie pas la médiocrité. Le ministre, mon parent, a sorti de sa propre bouche, en plus de l'endame à la scientifique que McGill allait reprendre les travaux une semaine ou 2 semaines plus tard. Stéphane, tu es un brillant journaliste et tu sais que la communication est stratégique et que le ministre devait venir expliquer aux Camerounais pourquoi McGill n'a pas repris les travaux. Tout projet a 3 caractéristiques, à savoir la qualité, le coût et le délai. Le DP a le don de beaucoup parler, rien ne justifie le non-respect des délais. Toi-même, Stéphane, tu t'obliges toujours à commencer des émissions à temps. C'est le b.a.-ba de la culture de la performance. Et Somba doit se respecter, te respecter. Il n'a pas à prendre la parole à tort et à travers. Merci, cher monsieur, merci pour la contribution. On en prend 2 ou 3 autres avant de passer sur la thématique et entrer au cœur. Bonsoir, s'il vous plaît. On ne comprend plus rien à cause de monsieur Somba. Il nous gâte l'émission. Merci. Bonsoir au panel. Monsieur Somba, livrez-nous le stade. Ne dérangez pas les gens avec les contre-vérités. Merci pour la contribution. Bonsoir à vous, belle émission. Que voulez-vous savoir? Le Cameroun est vraiment un continent exceptionnel où tout se fait sur haute instruction et le chantier de l'Embe est en arrêt sur haute instruction d'un homme. Je préfère nous arrêter là. DP Somba. Présent d'abord. Monsieur Choujen, le conseiller technique, Cyril Tolo a dit que l'hôtel est souterrain. Monsieur DP Somba, le stade de l'Embe n'est pas terminé. Après les morts enregistrés parce qu'on a un pan du stade qui était fermé. Le DP Somba parle avec un costume Beverly, même cela peut tordre son raisonnement. Bon, je ne vois pas tout le parallèle, monsieur Zigli. Mais merci quand même pour la contribution. Bonsoir, désolé pour le dérangement. Moi, je suis parfaitement d'accord avec monsieur Somba. Et j'ai l'impression que chaque parole que vous lancez, on dirait que vous avez un problème personnel avec lui. Pourtant, il est clair dans ce qu'il dit. Oh là là, cher Christian Ebongue, c'est moi qui ai invité monsieur Somba. Pourquoi je serais en contradiction avec lui? Merci pour la contribution. Encore que la contradiction permet déjà eu la vie. Bonsoir monsieur le modérateur. Dites à monsieur Somba de ne pas énerver les Camerounais. Je pense qu'il est vraiment bien payé par le MINICEP. C'est la même attitude qu'il avait quand le MINICEP violait la loi face à l'Africa Foot. Alors, on va s'arrêter là pour ce qui concerne cette sortie de l'honorable Ngo ici. Au pas de course, désormais, nous allons sortir du stade de l'Embe pour prendre l'avion et nous retrouver du côté du Caire, où le président de l'Africa Foot est face au jury disciplinaire de la CAF, M. Chougem. Alors, on va préciser que nous avons beaucoup
de vérité ou de contre-vérité qui circulent sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas eu une communication précise. Ce que l'on sait, c'est que le président de l'Africa Foot a répondu à l'appel des juges de la CAF et il s'y est rendu. Il s'y est rendu pour des faits, des accusations de soupçons de matchs truqués, des accusations de soupçons de corruption. Alors, doit-on comprendre que le président de l'Africa Foot soit à l'heure actuelle un ballottage assez défavorable? Quels sont les arguments qui montrent qu'il a un ballottage défavorable? Moi, je ne pense pas. Il est parti, ok, il a, n'est-ce pas, il a tenu bon devant, n'est-ce pas, devant le tribunal, si on peut dire comme ça. Oui. Il a été interrogé, il a répondu à toutes les questions. Je crois qu'il y a une prolongation, un appel, en octobre, je crois. Oui, oui. Voilà. Non, il est plutôt sur la bonne voie, à mon avis. Hein. Je crois que Samuel Eto'o n'a pas, il a refusé, n'est-ce pas, de cacher certaines questions. Oui. Il a répondu à toutes les questions qu'on lui a posées. Oui. Mais je crois même avec brio. Donc il est sorti presque indemne. Mais il faut savoir ceci. Quand on est responsable, quand on est gestionnaire, quand on est chef d'entreprise, personne. Est-ce que vous savez que tout dernièrement, je crois que c'était l'an dernier, tout dernièrement, le pape actuel qui gouverne l'église catholique a failli traîner, n'est-ce pas, le monde entier dans l'abîme avec ces affaires de homosexuels là. Donc, ça vous dit que nous sommes des humains, malgré les efforts que Stéphane Baka déploie chaque jour pour être le meilleur journaliste du monde, il y a des imperfections qui sont liées à la nature humaine. Ah mais oui. Sauf à Olympique. Non, Eto'o, n'est-ce pas, a apporté beaucoup d'innovation à l'Africa Foot. Il construit des stades, Est-ce que vous savez que les footballeurs camerounais sont passés d'un salaire qui n'existait pas à 200 000 francs aujourd'hui? Oui. Mais vous voulez minimiser ça? C'est l'Africa Foot qui les paye. Vous voulez minimiser ça, monsieur Stéphane Baga? Sans compter beaucoup d'autres innovations qu'il a apportées. Malgré ces innovations, comment comprendre qu'il se retrouve aujourd'hui au Caire face au juge? Vous aimez cette statue qui vous aime, monsieur Stéphane? Jésus-Christ a sauvé l'humanité, mais il a été trahi. Hein? Ça donc Jésus-Christ pour vous? Ah mais oui! C'est pas tout le monde qui aime Stéphane Baga. Merci, monsieur Chouard. Monsieur Soma, alors, il faut avouer quand même que c'est pas commun dans le mouvement sportif camerounais de voir un dirigeant du niveau du président de l'Africa Foot se retrouver face au juge pour justement répondre de soupçons de matchs truqués, ce qui est, avouons-le, très grave, de corruption encore plus grave. Est-ce que vous pensez que même en cas de non-preuve, il y aurait quand même un avant et un après-Caire pour le président de l'Africa Foot? Oh, mon ami Stéphane, moi je ne suis pas dans les secrets des alcôves. Oui. Pour savoir que quelqu'un qui a répondu à une convocation pour une audience à huis clos a répondu aux questions avec brio. Pour le dire sur un plateau de télévision, il faut avoir été membre du jury. Si vous ne vous informez pas, moi c'est S'il vous plaît, monsieur Chouard, allons doucement, vraiment, il nous reste très peu de temps. Allons à l'essentiel. Après, on va dire que c'est Zumba qui gâte l'émission. Parce que mon nom est tout comme ça. Mais revenons, moi, je n'irai pas dans les secrets des alcôves. Les faits pour lesquels le président de la Fédération camerounaise de football a été convoqué au Caire sont des faits graves, pour lesquels il encourt une suspension. Si au cas où ils étaient avérés, oui, il encourerait une suspension minimale de 5 ans de bannissement de toute activité du football. Mais, voyez-vous, le sport comme la gouvernance n'échappe pas aux politiques. Sinon, qu'est-ce qui justifierait que une enquête qui est diligentée depuis 6 mois, depuis janvier, une audience a été plusieurs fois reportée et que après audition du prévenu, puisqu'il jouit de la présomption d'innocence, on décide encore de reporter la sentence. Vous comprenez qu'on est déjà aussi dans des tractations extra-juridictionnelles ou alors extra... Parce qu'on ne va pas de qui voudrait faire des tractations dans le... Non, les tractations peuvent venir de tous bords. De tous bords. Voyez-vous, l'individu Samuel Eto'o n'est pas un Camerounais lambda. Oui, c'est vrai. Samuel Eto'o, c'est une icône, c'est une légende du football qui est quand même entré dans la gestion du football avec une certaine iconoclasie. Il a brisé certaines barrières, il a levé certains lièvres
qui jusqu'ici était considéré comme tabou. Monsieur Sugem tout à l'heure a parlé du salaire des joueurs. Il faut mettre à son actif l'envie d'avoir un SMIC pour les salaires des joueurs. Tout comme à son passif à ce niveau, on va dire que les joueurs sont liés par contrat avec les clubs. Il ne revient donc pas à l'exécutif. Revenons sur la situation du Caire. J'y viens pour dire que tout ce qu'il a fait de bien et de mauvais, parce que tout n'est pas négatif dans le magistère de Samuel Eto'o, tout ce qu'il a fait de bien et de mauvais ne lui a pas créé que des ennemis ou alors que des amis. Ce qui se passe aujourd'hui est symptomatique de ce que, même au Caire, on est embarrassé. Est-ce que nous n'avons pas vu Samuel Eto'o faire la publicité de OneXBet? Oui. Nous l'avons vu. C'est interdit? Par le code éthique de la FIFA et le règlement intérieur de la CAF, c'est strictement interdit. Mais, est-ce que nous n'avons pas vu, est-ce que nous n'avons pas suivi des audios téléphoniques à connotation, parce que là, je dois restituer la vérité, puisque les 10 audios n'ont pas encore été authentifiés. Oui. Est-ce que nous n'avons pas suivi des audios à connotation d'arrangement de match? Nous avons suivi. Mais, la différence entre la vérité du citoyen et la vérité du droit est qu'en matière de droit, il faut la preuve. Oui. Est-ce que les éléments sont suffisants pour penser que Samuel Eto'o sera condamné? Je ne peux pas répondre. Est-ce que les éléments sont disculpants pour penser que Samuel Eto'o va sortir de là sain et sauf? Je ne peux pas répondre. Mais tout ce que je peux dire à ce niveau pour sortir, c'est que Samuel Eto'o est venu avec une envie de bien faire certaines choses. Il s'est heurté à la réalité du terrain, Oui. qui fait que parfois on pense qu'on va construire un stade en un an, et quand on se heurte à la réalité du terrain, on se rend compte qu'on ne peut pas le construire en un an. Il s'est heurté à la réalité du terrain. Il est question aujourd'hui, pour moi, pour tout le mouvement sportif camerounais, de faire un retour et de penser le football. Faire un retour avec ou sans Samuel Eto'o? De faire un retour et de penser le football autour de quelqu'un qui a la volonté, mais qui manque de force, et de lui prêter de la force. Parce que moi, j'ai lu le programme de campagne de Samuel Eto'o. C'est un programme alléchant et chatoyant. Mais il ne peut pas réussir cela tout seul. Il a donc besoin que le gouvernement et les Camerounais, dont la plupart semblent déjà lui être acquis, se mettent ensemble et décident de faire de lui l'icône de la gestion du football, comme il a été l'icône dans la pratique du football. Merci. Monsieur Noah, alors Samuel Eto'o face au juge, c'est vrai que la question divise. Que faire lorsque l'icône camerounaise semble embarrassée avec ses affaires de corruption, ses affaires de matchs truqués? On ne sait plus comment est-ce qu'on se positionne. Même nous, en tant que médias, on peine véritablement à traiter cette affaire. Autant la personnalité de Samuel Eto'o est validée en tant que camerounaise, autant, et M. Soumbala dit, il y a quelques soupçons, quelques audios, quelques vidéos qui circulent et qui peuvent être de nature à ternir l'image de l'icône. Déjà, il faut dire que nul n'est au-dessus de la loi. Et Oui. jusqu'ici, on est, c'est-à-dire, M. Samuel Eto'o est, c'est-à-dire, Présumé innocent ou présumé coupable. Ça dépend des langues par lesquelles on peut prendre la question. Donc, c'est normal, et ce n'est pas de l'inédit, c'est des choses, des situations comme celle-là ont déjà eu lieu au niveau du mouvement sportif, que ce soit africain ou bien mondial. On se rappelle que Seb Blatter, qui était le président de la FIFA, a été suspendu. Michel Platini, qui était le président de l'UEFA, si mes souvenirs sont exacts, a été soutenu. Et plus proche de nous, suspendu, merci. Et plus proche de nous, Ahmad Ahmad, qui était l'ancien président de la CAF, a également été suspendu. Donc, c'est pour dire que Samuel Eto'o n'est que dans cette, dans cette ambiance-là. Peut-être pas, il ne sera pas suspendu, mais nous en parlons parce que c'est notre icône à tous, c'est un patrimoine que nous voulons bien préserver. Et il faut dire sur ce plateau que Monsieur Samuel Eto'o est arrivé à la tête de l'Africa Foot avec un projet, comme l'a dit Monsieur Isomba, un projet qui était bien ficelé. Moi, j'ai eu le temps de le lire. Et après qu'il ait été élu, avec un comité exécutif, des bruits de bottes ont commencé. On a vu des suspensions
avec certains membres du COMEX, du comité exécutif, notamment Guibaï Gataman, notamment M. Henri Ndjalakwan, qui a traîné M. Samuel Eto'o au conseil disciplinaire de la CAF aujourd'hui. On a même vu certains responsables ou alors certains employés de la fédération être suspendus, d'autres jetés en prison. Le secrétaire général de la fédération camerounaise de football qui a été jeté en prison. Non, c'est pour dire que M. Samuel Eto'o veut peut-être bien faire, mais il faut qu'il s'entoure des bons conseillers pour dire que lorsqu'on se retrouve à un certain niveau de responsabilité, il faut donc seulement qu'on mette de l'eau dans son moulin, qu'on ne prenne pas de décisions à la hâte, parce que certaines décisions prises à la hâte peuvent nous emmener un peu plus loin. Monsieur Noah, lorsqu'on observe les dernières semaines, est-ce que vous pensez que Samuel Eto'o a été véritablement accompagné par, disons-le, sa tutelle, par l'État du Cameroun, justement dans le magistère qui est le sien? Lorsque l'on voit cette impression qu'on a souvent que le ministère des Sports semble être ou alors ramer à contre-courant de ces initiatives, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas l'environnement qui a été mis sous pied pour amener Samuel Eto'o vers là où il se trouve aujourd'hui? Il faut dire une chose. Il est d'une chose, c'est que lorsque M. Samuel Eto'o arrive à l'Africa Foot, on n'entend plus parler des problèmes de primes des joueurs. Et les primes des joueurs sont payées par l'État du Cameroun. Donc on a mis un certain nombre de mécanismes sur pied pour faciliter le travail à M. Samuel Eto'o. Maintenant, il y a l'Africa Foot a une tutelle, qu'est le ministère des Sports. Mais on a vu donc que certaines conventions qui avaient été signées, notamment le décret de 2014 et la convention de 2015, n'ont pas été respectées par une partie ou de l'autre. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés dans cet imbroglio-là qui a animé la scène médiatique ces derniers mois. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement ne soutient pas M. Samuel Eto'o? Je peux dire que je vais pas dire totalement oui, parce que le président la présidente de la République a à chaque fois mis des moyens pour l'État pour que l'Africa Foot paye les prestations des différents joueurs et également pour que ces joueurs-là prennent part aux compétitions internationales. Maintenant, il y a eu une brouille avec le ministère des Sports. On a établi des responsabilités ici. On ne va pas revenir là-dessus. Mais toujours est-il qu'il faut dire une chose sur ce plateau. Peut-être que ce n'est pas avéré parce que ça va dans le prolongement de la question que vous avez posée. Après la brouille entre le ministère des Sports et l'Africa Foot, il a été dit, cela reste à vérifier, que les malais d'argent ont circulé partant du Cameroun pour la CAF pour que la suspension de M. Samuel Eto'o ait bel et bien lieu pour corrompre, c'est-à-dire le conseil disciplinaire qui devrait juger de cette affaire-là. C'est peut-être la raison pour laquelle M. Samuel Eto'o a voulu que cette audience-là soit retransmise pour s'assurer de la sérénité de l'audience en question. Donc, on ne peut pas dire totalement que le gouvernement camerounais ne soutient pas M. Samuel Eto'o. D'ailleurs, le président de la République a beaucoup d'estime pour le choix qu'il a été et lui aussi il a affirmé son soutien au président de la République, que ce soit en 2018 et lors de sa dernière sortie, il a dit qu'il soutiendrait encore le président de la République lors de la prochaine élection. Donc je pense qu'on ne peut pas dire que le gouvernement camerounais a jeté en pâture M. Samuel Eto'o. Merci M. Noah. M. Assidia, Samuel Eto'o, peut dire icône parmi les icônes du football camerounais, mais Samuel Eto'o, le manager, beaucoup semblait sceptique. Aujourd'hui, 2 ans après, on se pose des questions. Le scepticisme n'est pas parti malgré un enthousiasme populaire. Samuel Eto'o est-il soutenu uniquement par les Camerounais et lâché par l'establishment? Non, il faut comprendre une chose. Les personnes comme Samuel Eto'o, ils sont difficiles à manipuler. Sont des gens un peu qui sortent du lot. Ce sont des enfants providentiels en réalité. Et le plus souvent, quand on s'attaque à ce genre de personnes en République, la réponse est imminente. Pourquoi Samuel Eto'o se retrouve au Caire? Qui amène Samuel Eto'o au Caire? Ce sont ceux-là qui ont d'abord cheminé avec lui. Et il y a une conspiration contre Samuel Eto'o. Il y a une conspiration, est-ce qu'il faut se cacher pour le dire? Il y a bel et bien une conspiration contre lui. C'est-à-dire que les mêmes, il a cité tout à l'heure Guibaï Gataman, il a cité Ndjalakwan, ce sont ceux-là qui étaient au comité exécutif et qui, pour des raisons qu'ils connaissent à l'intérieur, ils l'ont interpellé pour le respect des textes.
Au moins pour Guibaï. se sont retrouvés en train d'être expulsés. Et ce sont les mêmes qui écrivent maintenant contre lui au niveau de la CAF. Il faut quand même se questionner pourquoi n'avoir pas écrit contre lui quand ils étaient au sein du comité exécutif. Pourquoi avoir attendu qu'il soit expulsé pour écrire contre lui après? On se retrouve dans ce système-là. En réalité même, faut taper 10 millions à Guibaï. En réalité même, quand vous regardez, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de la mafia en réalité. Oui. Nous sommes on dirait dans un film hollywoodien ou bien dans un film camerounais à l'heure actuelle, où effectivement les acteurs, ce sont des mafios. Tous, y compris même Samuel. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il s'est retrouvé en train de comme le disait Anissé tout à l'heure, en voulant que l'audience ait lieu publiquement. Il savait très bien que les articles de la CAF ne le permettent pas. Mais pourquoi l'avoir demandé publiquement? Il le demande publiquement, effectivement, parce que c'est les jeux de la mafia. Ça veut dire que ça devait être une demande qui n'allait pas être validée. Et il a accepté, mais il a quand même demandé. Donc, ils sont tous en train de jouer un jeu de ping-pong auquel les Camerounais que nous sommes n'avons pas en réalité besoin. L'État du Cameroun est responsable de toute la déchéance qu'il y a au niveau du football au Cameroun et assumera la pleine responsabilité. Qu'on suspende Samuel Eto'o ou qu'on suspende les Lions Indomptables, c'est l'État du Cameroun qui sera entièrement responsable. Merci. Et cher monsieur, on n'ira pas plus loin que ça. La réalisation me faisant déjà de grands signes. Dame Ayuketa est annoncée dans les loges pour vous servir le meilleur de l'actualité en langue de Shakespeare. Ce sera lorsqu'il sera 19h à Yaoundé au Cameroun. Dame, justement, Alidam Koumondo sera là à 20h pour le même exercice. Vous servez l'essentiel, que dis-je, la quintessence de l'actualité en langue de Molière sur l'espace camerounais. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, je vous remercie d'avoir contribué abondamment à la production de cette édition du Grand Soir. Et nous nous retrouvons bien évidemment sur les mêmes antennes, toujours avec le même plaisir et le même bonheur.